Pendant 36 ans, une seule et même histoire a hanté Jennifer Martin, un souvenir si précis et terrifiant qu'il n'a jamais changé d'un iota. C'est l'histoire d'une rencontre dans le désert qui a effacé un père de la surface de la Terre, ne laissant derrière lui qu'un placard ensanglanté et une question lancinante: qu'est-il vraiment arrivé cette nuit de 1986? L'histoire que je vais vous raconter est exactement telle qu'elle s'est produite. Je sais ce que j'ai vu. C'était le 11 mars 1986, à Socorro, au Nouveau-Mexique. À ce jour, je me souviens de presque chaque détail de cette nuit. Les sons, les odeurs, les images dans ma tête, même si je n'avais que 13 ans à l'époque. Mon père et moi revenions de mon école, après avoir assisté à une pièce de théâtre dans laquelle je jouais. Ma mère est morte quand j'étais bébé, donc il n'y avait que mon père et moi. C'était un travailleur acharné, ayant été mécanicien la majeure partie de sa vie. C'était un homme bon et il a fait de son mieux pour m'élever seul. Après la mort de ma mère, cela l'a vraiment affecté, au point que je ne pense pas qu'il ait jamais voulu sortir avec une autre femme. Il aimait ma mère à ce point. Je suis désolé, je ne veux pas pleurer. Cela me rend émotif quand je parle de ça. Ça fait mal d'en parler, mais je veux que les gens sachent la vérité sur ce qui s'est passé. Je m'excuse, revenons aux événements qui ont eu lieu cette nuit-là. La seule chose dont je n'ai jamais été sûr, c'était l'heure exacte à laquelle tout a commencé. Il commençait juste à faire nuit, mais il faisait encore assez clair pour voir quand tout a commencé. C'était en mars, donc il devait être environ 20 heures. À l'époque, Socorro était plutôt désertique. Peu de gens y vivaient. C'était l'un de ces villages où tout le monde connaissait tout le monde. Le trajet de mon école à notre maison était principalement désertique, donc on pouvait voir à des kilomètres à la ronde dans toutes les directions. Alors que nous conduisions, en pleine conversation sur ce que nous allions manger pour le dîner, je n'oublierai jamais. Mon père parlait, puis soudain, il s'est arrêté et regardé vers sa droite. L'expression de son visage était comme s'il avait vu quelque chose qui avait ébranlé son âme. Cela m'a effrayé, car de toute ma vie, je n'avais jamais vu mon père avoir peur de quoi que ce soit. J'ai grandi en pensant qu'il était l'homme le plus courageux du monde. Mon corps s'est donc immédiatement mis à trembler de peur. J'ai lentement tourné la tête pour voir ce qu'il regardait, et j'ai vu la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. C'était une petite fille, au loin. Elle s'éloignait lentement de la route, le dos tourné vers nous. À en juger par sa taille, elle avait peut-être 6 ou 7 ans. Elle portait une vieille robe et ses cheveux étaient en désordre. Ma première pensée a été qu'elle était sans abri. Mon père a alors marmonné, mais assez fort pour que je l'entende. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» À peine avait-il dit cela qu'il a lentement commencé à garer le camion sur le bord de la route. Il m'a regardé et m'a demandé « Qu'est-ce qu'on fait, ma puce ?» C'était le surnom qu'il m'avait donné et qu'il m'appelait depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je l'ai regardé et j'ai dit: je ne suis pas sûr, papa. Je n'ai pas un bon pressentiment à ce sujet. Quelque chose ne me semble pas normal. Je sais ce que tu veux dire. J'ai aussi un sentiment étrange. Mais je ne veux pas la laisser ici si elle est perdue ou si quelque chose de grave lui est arrivé, a-t-il répondu. Peut-être qu'on devrait aller le dire au shérif Dixon et le faire venir jeter un œil, ai-je dit. Oui, c'est une bonne idée, mais si elle continue à errer dans le désert avant qu'il n'arrive. C'est à 20 minutes de route du poste du shérif d'ici, puis encore 20 minutes pour qu'il revienne. Elle pourrait être loin d'ici là. C'est juste une petite fille, a répondu mon père. Je sais, papa, mais j'ai un mauvais pressentiment dans le ventre à ce sujet, ai-je répondu. À peine avais-je exprimé mes sentiments que mon père a éteint le camion, a commencé à sortir lentement, a fermé la portière et a commencé à marcher vers la petite fille dans le désert. Il a toujours été têtu et je savais qu'une fois qu'il avait pris une décision, il n'y avait rien que je puisse dire pour le faire changer d'avis. Je suis aussi sorti du camion, mais je suis juste resté près de la portière, me demandant si je devais le suivre ou non. J'ai essayé de bouger, mais j'étais figé par la peur. Je suis resté là, le regardant avec anxiété alors qu'il marchait vers la fille. Le mauvais pressentiment dans mon estomac est devenu plus fort à mesure qu'il se rapprochait d'elle. Quand il est arrivé à quelques mètres de la fille, elle s'est arrêtée sans se retourner. Mon père s'est soudainement arrêté aussi. Ils sont restés tous les deux immobiles pendant ce qui a semblé être des minutes. Puis, soudainement,
Mon père s'est retourné et a commencé à revenir vers le camion. La fille était toujours là, immobile. Alors que mon père se rapprochait du camion, j'ai pu voir son visage, et j'ai pu voir clairement que quelque chose n'allait pas. Quand il est arrivé à portée de voix, je lui ai demandé, « Que s'est-il passé, papa? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il n'a pas répondu. Il a juste continué à contourner le camion et est monté à l'intérieur. J'ai immédiatement sauté dans le camion, je l'ai regardé et j'ai demandé à nouveau, « Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé ?» Il n'a pas prononcé un mot. Son visage était sans expression alors qu'il fixait le pare-brise du camion. À ce moment-là, je commençais à être très inquiète. Mon père était comme un roc pour moi, rien ne le perturbait jamais. Encore une fois, pour moi, il était l'homme le plus fort du monde. Vous pouvez donc comprendre que j'étais extrêmement inquiète à ce stade. Des minutes de silence se sont écoulées avant qu'il ne démarre le camion, ne le mette en marche et ne commence à conduire. Pendant tout ce temps, il est resté silencieux. Il ne me regardait même pas. Pendant que nous roulions, j'ai regardé par la fenêtre à ma droite pour voir si la fille était toujours là. Elle n'était nulle part en vue. Beaucoup de pensées se bousculaient dans ma tête, et j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas insister pour qu'il parle. Nous sommes donc restés assis en silence pendant le trajet jusqu'à la maison. Quand il s'est garé dans l'allée sur le côté de notre maison, il a arrêté le camion, est sorti et est entré directement à l'intérieur, sans même me regarder. À ce moment-là, je paniquais vraiment. Des larmes coulaient sur mon visage alors que j'étais complètement perdu quant à ce que je devais faire ensuite. Je n'étais même pas sûr de vouloir entrer dans la maison avec mon père agissant aussi étrangement. Après quelques minutes, j'ai rassemblé assez de courage, je suis sorti du camion et j'ai commencé à marcher vers la maison. Il faisait maintenant presque nuit noire et en me rapprochant de la maison, j'ai pu voir que mon père n'avait allumé aucune lumière, et la porte menant à la cuisine était grande ouverte. Des frissons ont parcouru mon échine et les poils de mes bras se sont dressés. J'avais de plus en plus peur à chaque seconde. En entrant dans la cuisine, je l'ai appelé « Papa, papa ». Il n'y a eu aucune réponse, juste un silence inquiétant. J'ai pensé que je devrais faire demi-tour et partir, mais notre plus proche voisin était à 1 kilomètre et il faisait nuit. Des idées fusaient dans mon esprit sur ce que je devais faire. J'ai allumé l'interrupteur de la cuisine, espérant que cela aiderait à atténuer un peu la peur. Juste au moment où j'ai allumé l'interrupteur, j'ai pu voir du coin de l'œil la fille du désert. Elle était là, le dos tourné vers moi pendant une fraction de seconde, puis elle a soudainement disparu. C'était comme si elle avait été là tout le temps. J'ai sursauté en arrière, heurtant le mur, et j'ai poussé un cri. J'ai de nouveau crié le nom de mon père aussi fort que je le pouvais, mais encore une fois, aucune réponse. J'étais frénétique à ce stade et je me demandais si je n'imaginais pas des choses. Une partie de moi voulait faire demi-tour et courir dehors, mais j'étais aussi inquiète pour mon père. J'ai de nouveau rassemblé assez de courage et j'ai décidé de monter dans sa chambre, en allumant chaque interrupteur sur mon chemin. Sa chambre était au bout du couloir, à l'étage. Donc, quand je suis arrivé en bas des escaliers, j'ai décidé de l'appeler une dernière fois. « Papa, s'il te plaît, réponds-moi. » Comme auparavant, aucune réponse. Avant de monter les escaliers, j'ai allumé la lumière du couloir de l'étage, en espérant que cela aiderait. Ça n'a pas aidé. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à monter lentement les marches, une par une. À chaque pas que je faisais, le sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas s'assombrissait. Après ce qui a semblé être une éternité, je suis finalement arrivé en haut des escaliers, et enfin au bout du couloir, à la chambre de mon père. J'ai pu voir que la porte était fermée. Cela m'a rendu encore plus effrayé, car je n'avais aucune idée de ce qui se trouvait de l'autre côté. Alors que je m'approchais lentement de la porte, j'ai décidé de frapper un petit coup et d'appeler doucement mon père. Encore une fois, aucune réponse. J'ai pris une autre profonde inspiration, j'ai attrapé la poignée de la porte et j'ai commencé à l'ouvrir lentement. Alors que la porte grinçait en s'ouvrant, j'ai pu voir que sa chambre était extrêmement sombre. L'interrupteur de sa chambre était à plusieurs mètres sur ma gauche, ce qui signifiait que je devrais braver l'obscurité de sa chambre pour l'allumer. La lumière du couloir n'était pas assez vive pour éclairer beaucoup sa chambre. Ce moment a été le plus effrayant de toute ma vie. Je suis entré dans sa chambre et je me suis dépêché aussi vite que j'ai pu pour allumer la lumière.
Juste au moment où j'ai actionné l'interrupteur, j'ai entendu le plus horrible des bruits de craquement venant de son placard. Mon corps tout entier s'est immédiatement figé sur place. Mon esprit me hurlait de me retourner et de courir aussi vite que je le pouvais. L'autre partie de moi me disait que si mon père était vraiment en difficulté, je ne pouvais pas l'abandonner. Mes instincts ont dû prendre le dessus, car je ne suis pas si courageux. J'ai commencé à marcher vers le placard pour voir ce qui faisait ce bruit de craquement. La porte était légèrement entr'ouverte et avant que je ne tende la main pour l'attraper, je me suis souvenu que son placard avait une chaîne qu'il fallait tirer sur la lampe suspendue pour l'allumer. Je n'allais pas essayer de tendre la main pour attraper la chaîne. J'espérais que la lumière de la chambre serait suffisante. J'ai lentement tendu la main, j'ai attrapé la poignée de la porte et j'ai commencé à l'ouvrir lentement. En le faisant, j'ai vu un éclair de quelque chose, puis il n'y avait plus rien. J'ai essayé de crier d'horreur, mais aucun son n'est sorti. Tout ce que je pouvais faire, c'était de regarder, choqué, l'intérieur du placard. Il était complètement couvert de sang. Au milieu du sol du placard, gisant dans une mare de sang, se trouvait une montre bracelet. La montre que ma mère avait donnée à mon père, juste avant de mourir. Je le sais parce qu'il ne l'a jamais enlevée, aussi longtemps que je me souvienne. Je suis tombé à genoux, en état de choc total, ne sachant que faire. Je ne sais pas combien de temps je suis resté à genoux là. Ça aurait pu être des heures. Quand j'ai repris mes esprits, je suis descendu, j'ai décroché le téléphone et j'ai composé le 911. Le reste de la nuit a été un brouillard flou alors que le shérif Dixon et ses adjoints allaient et venaient dans ma maison. Je me souviens qu'on m'a posé beaucoup de questions, mais je ne me souvenais pas de grand-chose de ce que j'avais dit, à part avoir trouvé la fille dans le désert et les événements qui se sont déroulés après. J'imagine que je devais avoir l'air folle, et je suis sûr que personne ne m'a cru, surtout avec son placard couvert de sang. Au cours des semaines suivantes, le shérif et ses adjoints ont fouillé la maison de fond en comble, ne laissant rien au hasard. Ils ont fouillé la propriété et même 1 ou 2 miles dans les environs. Ils ont même fait venir des chiens cadavres d'un autre état pour essayer de retrouver son corps, mais je savais qu'ils ne trouveraient rien. Et ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont fait voir un psychologue pour voir s'il pouvait m'aider à me souvenir de quelque chose. Je pense que c'était parce qu'il pensait que j'avais quelque chose à voir avec sa disparition. Après un certain temps, j'ai été envoyé vivre avec ma tante à Albuquerque, et c'est elle qui m'a élevé. Il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à mon père et qu'il ne me manque terriblement. Je sais que la fille du désert me l'a pris, et je ne peux pas me défaire du sentiment qu'un jour, elle viendra pour moi. Qu'était cette fillette dans le désert, selon vous? Un fantôme, un démon, ou quelque chose d'encore plus sinistre? Partagez vos théories dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires qui vous empêchent de dormir, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.